Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Perrier? En fait, Perrier, c'est une usine du groupe Nestlé qui est dans le Gard, donc dans le sud de la France, vers Nîmes. Et en fait, c'est la même chose qui est reprochée à Perrier que dans la région Grand Est, c'est-à-dire l'usine qui produit Vittel, Contrex et Par. C'est qu'en fait, les eaux qui sont exploitées par le groupe Nestlé sont polluées, sont contaminées, notamment par des bactéries, mais aussi des produits chimiques comme des pesticides. Alors que l'eau minérale naturelle, normalement, doit être pure, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être contaminée. Et donc, pendant des années, Nestlé a vendu de l'eau polluée comme de l'eau pure, puisque c'est le principe de l'eau minérale naturelle. Et cette eau était en fait traitée avec des filtres, alors que l'eau minérale naturelle, comme elle est pure, elle ne doit pas être purifiée. C'est la base. Et donc voilà, donc Nestlé a caché ça pendant des années. Et ces filtres étaient cachés dans des armoires électriques. Enfin, il y avait tout un système très élaboré d'armoires électriques, de fausses pièces. Ils avaient créé des fausses pièces avec des fausses cloisons en fait, derrière lesquelles ils avaient caché les filtres, ce qui fait que les agents des services sanitaires ne pouvaient pas voir que l'eau était filtrée. Et donc nous, on a révélé que cette eau était polluée et filtrée illégalement et que le gouvernement est au courant de tout ça. Mais comment en fait le gouvernement est au courant? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est quand même grave comme accusation. C'est illégal en fait. Et comment le gouvernement est au courant? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un autre industriel dans lequel il y avait qui utilisait des filtres interdits dans ses usines. La répression des fraudes, qui est en fait une agence de l'État qui enquête sur les entreprises qui peuvent tricher. En fait, a commencé à enquêter sur ce sujet et est tombé sur le nom de Nestlé. Et là, les dirigeants de Nestlé ont pris peur. Et donc, sont allés voir le ministère de l'économie, donc ça c'était en 2021, en disant voilà, on a un problème avec la pollution de nos eaux, nos eaux sont polluées, donc on les purifie avec des filtres interdits. Est-ce qu'on peut s'arranger avec la loi? D'accord, donc la loi a été modifiée. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, la loi est toujours la même. C'est-à-dire que la loi, c'est une loi européenne, mais qui est aussi française, qui dit que l'eau minérale naturelle, c'est une eau pure et donc non polluée et donc non traitée. Donc la loi n'a pas été modifiée. Pas du tout même, puisqu'en fait, elle est quelque part impossible à modifier, puisque le principe de l'eau naturelle, c'est qu'elle est pure. Donc le jour où on vend de l'eau minérale naturelle qui n'est plus pure, c'est plus de l'eau minérale naturelle. Donc en fait, ce n'est pas possible de la modifier. Mais Nestlé n'a pas fait modifier la loi. Par contre, Nestlé a obtenu une dérogation. Nestlé va voir le gouvernement et dire voilà, on est un peu embêté parce que nos eaux sont polluées, donc on les traite, etc. Donc comment on peut s'arranger? Et là, le gouvernement aurait dû, normalement, la loi obligeait l'État à tout de suite signaler à un procureur, à la justice, le fait que Nestlé trichait. C'est une tromperie et il y a dans la loi ce qu'on appelle un article 40 du Code de procédure pénale qui dit que quand l'État ou tout fonctionnaire qui a connaissance d'une tromperie ou d'un crime ou d'un délit doit tout de suite le signaler à la justice. Donc c'est ce que l'État aurait dû faire. Mais l'État n'a pas fait ça. Au contraire, il y a une négociation qui s'est engagée entre l'État et Nestlé et qui a abouti en début 2023 à ce que Nestlé obtienne une dérogation pour déroger à la loi, pour ne pas respecter la loi et donc pour continuer à traiter ces eaux polluées. Donc ce n'est pas la loi qui a été modifiée, c'est Nestlé qui a obtenu une dérogation pour ne pas respecter la loi. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est sur une sorte de mensonge d'État où concrètement l'État a laissé Nestlé mettre sur le marché des bouteilles d'eau minérale contaminées pour les Français. Alors non, attention. L'eau n'est pas contaminée. L'eau qui arrive sur le marché, ce que dit Nestlé et ce que disent les autorités sanitaires, c'est que les bouteilles d'eau qui arrivent sur le marché ne sont pas contaminées. C'est les eaux qui sont dans les usines qui sont contaminées. D'accord. Mais comme Nestlé les traite, normalement, elles arrivent non contaminées sur le marché. Sauf que c'est plus compliqué que ça. D'accord. En fait, c'est compliqué, mais en fait, c'est simple. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Quand Nestlé va voir le gouvernement en 2021, Nestlé dit, nous, on utilise tout un tas de filtres. On veut bien en retirer certains, mais on voudrait en garder d'autres. Et là, le gouvernement dit, OK, retirez ceux-là, mais gardez ceux-là. D'accord. Alors que normalement, ils sont tous interdits. Et donc, Nestlé obtient une dérogation pour utiliser certains filtres. Une sorte de passe-droit pour utiliser certains filtres. Le problème, c'est que les filtres, quand ils étaient tous présents dans l'usine, ils traitaient suffisamment correctement l'eau.
Mais ceux qui restent dans les usines sont insuffisants pour traiter vraiment l'eau. C'est-à-dire qu'ils peuvent laisser passer certaines bactéries et aussi des virus. Et donc, il y a tout un tas d'agences d'État, notamment la Direction générale de la santé, mais aussi l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui sont vraiment en charge de garantir la sécurité des Français, qui ont dit à l'État, au gouvernement, non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas accorder à Nestlé le droit d'utiliser certains filtres et pas d'autres. D'abord parce que c'est une tromperie et c'est des filtres interdits. Et puis en plus... Il y a un danger sanitaire. Oui, exactement. Et l'État l'a fait quand même. D'accord. Le gouvernement a quand même décidé de le faire. Mais ce que dit Nestlé, c'est et de fait, on voit que parfois, il y a des bactéries qui arrivent jusqu'aux bouteilles. Donc, Nestlé dit, oui, mais on détruit ces bouteilles, on les met sur... voilà, il y a eu 3 millions de bouteilles qui ont été détruites il y a 1 an. Donc, l'argument du groupe Nestlé, c'est, non, mais de toute façon, si des bactéries arrivent dans les bouteilles, on les détruit. Enfin, on arrive quand même à la limite d'un système. C'est-à-dire que Nestlé continue de frauder, l'État continue de laisser faire, on voit qu'il y a régulièrement des contaminations dans les bouteilles. Il y a un rapport un rapport d'hydrogéologues. Donc les hydrogéologues, c'est des scientifiques qui travaillent sur la qualité de l'eau, qui ont rendu, c'est des scientifiques agréés par le ministère de la Santé qui disent tous les puits exploités par Perrier sont contaminés par des bactéries, donc ce n'est plus de l'eau minérale naturelle, donc ça ne peut plus être utilisé comme de l'eau minérale naturelle. Ce rapport des hydrogéologues, l'Agence régionale de santé dans le Gard a dit qu'il fallait suivre les recommandations des hydrogéologues et maintenant c'est le préfet qui doit décider si on ferme ou pas, quoi, concrètement. Voilà, si on ferme, je ne sais pas, il ne s'agit pas forcément de fermer l'usine, mais au moins retirer à Nestlé son label d'eau minérale naturelle, puisqu'en fait, c'est simple, depuis des années, Nestlé vend de l'eau minérale naturelle qui n'en est plus. C'est une tricherie, c'est très simple. Et c'est tout. Oui, et donc, il devrait perdre. Et donc, du coup, le préfet doit décider si Perrier perd ou pas son label d'eau minérale naturelle. Mais dans les faits... Il doit le perdre. Dans les faits, l'eau exploitée sur le site du Gard pour produire Perrier n'est plus de l'eau minérale naturelle. Et ça, il y a énormément de rapports qui le disent. Et tous ces rapports, on les a révélés au fil de l'eau depuis des mois. Et... pour l'instant, rien ne se passe. Parce que ce label d'eau minérale naturelle, il est important pour Nestlé d'un point de vue économique, je suppose. C'est toute la marque qui est basée autour de ça. Oui. Alors, ils ont créé une autre marque qui s'appelle Maison Perrier, qui est une espèce de contre-marque. Et c'est une marque de boissons gazeuses, puisque les boissons gazeuses, c'est pas la même réglementation que l'eau minérale naturelle. On peut prendre de l'eau polluée et la traiter comme l'eau du robinet et y ajouter des arômes, enfin tout un tas de trucs à l'intérieur. Donc ils ont créé des maisons Perrier, maison Perrier Energize, enfin ils ont toute une gamme de boissons gazeuses et tant mieux, ça permet de maintenir l'emploi dans l'usine, etc. Mais la bouteille de Perrier telle qu'on la connaît, eau minérale naturelle, là il y a tromperie sur l'étiquette puisque tous les rapports montrent que ce n'est plus de l'eau minérale naturelle et que c'est de l'eau polluée, contaminée, dont les puits sont contaminés et qui en fait est traitée. Donc, mais ils pourraient potentiellement continuer de produire autre chose que Perrier, Maison Perrier par exemple, et donc conserver certains emplois. Mais évidemment, ça ne sera pas sans conséquence sur les ventes, puisque quand on va au café, on commande un Perrier, on ne commande pas un Maison Perrier. Donc évidemment, il y a beaucoup d'enjeux économiques aussi. Il y a des emplois, il y a 1000 personnes qui travaillent dans cette usine. C'est des personnes qui sont inquiètes et qui ont peur pour leur travail. Donc il y a plein d'enjeux. Et là, le préfet du Gard se retrouve avec une énorme responsabilité et une grande décision à prendre. Alors qu'en réalité, c'est plutôt quand même une affaire d'État qui relève de la décision de l'État, en fait, des ministères, de l'Élysée, de Matignon, puisqu'en fait, toute cette affaire a été suivie au plus haut niveau de l'État. Pour les gens qui vont regarder la vidéo, qui boivent de l'eau minérale Nestlé, est-ce que leur santé peut être en danger ou il n'y a pas trop à s'inquiéter non plus? Alors, ce que dit Nestlé, c'est que quand il y a des contaminations
dans les bouteilles, eh bien, les bouteilles sont retirées, bloquées et détruites, et que tous les produits qui sont mis sur le marché sont sains, et que les consommateurs ne prennent aucun risque pour leur santé. Ça, voilà, c'est ce que dit la multinationale, et nous, on n'a pas d'informations qui disent le contraire. C'est-à-dire que on n'a pas d'informations comme quoi il y aurait des bactéries qui arrivent jusqu'aux consommateurs. Et de fait, il y a eu plusieurs épisodes de contamination, et on sait que les bouteilles ont été détruites. Alors c'est quand même 3 millions de bouteilles de plastique avec de l'eau contaminée qui est détruite. Donc après, voilà, ça pose des questions d'ordre écologique, environnemental. Après, bon, quand même... En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu de contrôle renforcé sur les virus. D'accord. Donc pendant presque un an, Nestlé a mis sur le marché des bouteilles traitées, mais insuffisamment traitées pour le risque viral, sans qu'il y ait de contrôle renforcé. Alors que l'Agence nationale de sécurité sanitaire avait demandé à ce qu'il y ait des contrôles renforcés. Donc est-ce que... Entre-temps, oui. Sur toute cette période où il n'y avait pas de contrôle renforcé sur les virus, il y a eu un risque viral pour les consommateurs. En fait, tout ça, c'est des questions qui aujourd'hui se posent, sont en suspens, et on n'a pas la réponse encore à toutes ces questions. Mais cette histoire n'est pas terminée. Ça consiste en quoi, votre rôle de rapporteur d'une commission d'enquête ? Alors le rapporteur d'une commission d'enquête, c'est celui qui a des pouvoirs d'investigation et qui commet le rapport final qui sera ensuite proposé aux membres de la commission pour adoption et qui donc sera validé par le reste des membres de la commission. Donc avec cette fonction de rapporteur, c'est moi qui, en général, lors d'une audition, fais la première salve d'interrogation. J'ai évidemment des questions précises à poser à ceux qui viennent et qui sont auditionnés. Et puis j'ai des pouvoirs pour demander, par exemple, à l'administration, à l'Élysée, dans l'affaire qui nous concerne, des mails, des échanges en lien avec le sujet. Et il y a l'obligation pour ceux à qui je demande ça, de me transmettre l'ensemble des pièces. Donc j'ai un pouvoir d'évocation des pièges, j'ai aussi un pouvoir potentiellement de me rendre sur place si on ne me donne pas les pièces en question. Donc voilà, c'est les pouvoirs qui sont attachés à la fonction de rapporteur. Le président, il a d'autres fonctions, la police de la séance, etc. Mais voilà, ça c'est spécifique au rapporteur. Et donc ce rapport de cette fameuse commission, que dit-il ? Alors ça, je ne peux pas vous dire. Je suis désolé, on est quelques jours avant la publication du rapport. Il sera adopté seulement demain. Donc moi, je ne peux pas vous rentrer exactement dans le détail. Si vous avez des questions spécifiques, je peux les répondre, mais je ne peux pas vous dire exactement le rapport dit ceci ou cela. Je ne sais pas si Benjamin, tu avais bien précisé les choses. Ok, voilà, je ne peux pas vous donner les éléments. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on a vu pendant ces auditions. Voilà, d'accord. Exactement. Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc ce qu'on a vu pendant ces auditions, on a vu tout un tas de dysfonctionnements dans la manière dont le contrôle de l'État s'est opéré. On a vu par exemple que des autorités régionales de santé qui sont normalement en charge des contrôles sur place et sur pièce chez les industriels n'ont pas été tenues au courant pendant 14 mois de faits qui ont été révélés au ministère en centrale. On a vu qu'un rapport qui avait été commandé à l'Inspection générale des affaires sociales, qui disait d'ailleurs que dans le secteur des eaux minérales, il fallait plus de transparence, a lui-même été tenu secret. Et ça, c'est une décision ministérielle. Je n'ai pas réussi dans le rapport d'ailleurs à retracer jusqu'au bout le ministre qui avait décidé de la non-publication du rapport. Mais ce rapport n'a pas été rendu public. On a découvert dans le rapport aussi des choses d'un point de vue politique. Le choix qui a été fait en 2021 par le ministère de l'Industrie, en 2022 par l'Élysée, parce qu'on sait qu'à partir de 2022, l'Élysée est au courant du scandale, de ne pas révéler au grand public tout simplement qu'il y avait fraude, qu'il y avait eu fraude et qu'elle d'ailleurs elle se poursuivait, et que donc un certain nombre d'eaux du groupe Nestlé Waters étaient vendues frauduleusement sur l'appellation eau minérale naturelle parce qu'elles étaient traitées. L'univers de naturel s'est traité dans le champ des eaux et donc elles étaient traitées. Donc vous voyez, il y a toutes ces questions qui ont émergé dans le cadre du rapport, le contrôle public, aussi le lobbying intense de l'industriel, la solution qu'il a retenue, qui était non conforme à la réglementation. Voilà, donc vous voyez, c'est tout ça qu'on a investigué dans le cadre de cette commission. Mais donc vous dites que l'État a aidé Nestlé. De manière très claire, moi ce que je peux dire de manière très nette, c'est l'État n'a pas révélé au public ce qui se passait dans les usines du groupe Nestlé quand Nestlé est venu le voir, c'est un premier choix. Et le deuxième choix, c'est d'accompagner une transformation, ce qu'on appelle le plan de transformation, de le valider dans ce qu'on appelle un bleu interministériel, un bleu de Matignon. Ça veut dire c'est un document qui vient valider une décision entre plusieurs ministères. En l'occurrence, il y avait notamment le ministère de la Santé
et le ministère de l'Industrie. Ils ont été donc bleuir, comme on dit dans le jargon, une décision qui était accompagner le plan de transformation de Nestlé avec une microfiltration à un niveau très bas. Et aujourd'hui, ce qui se passe chez Vergès, c'est que le préfet a dit que cette microfiltration à ce niveau très bas, qui avait été pourtant validée dans le bleu de Matignon, n'était pas conforme à la réglementation. Donc ils sont partis d'une solution qui était manifestement illégale, mais ils l'ont remplacée par une solution qui aujourd'hui, vu les arrêtés préfectoraux, est manifestement non conforme. Donc en fait, il y a un problème dans la manière dont s'est déroulée l'action publique, et on parle de quelque chose que les gens aient bien en tête. Les premières révélations au ministère de l'Industrie, c'est l'été 2021. On est quasiment à l'été 2025 et on est toujours avec une solution qui est marquée par son illégalité et une solution qui n'est pas réglée sur le terrain. Et moi, je pense aux salariés de Perrier qui aussi font face aux dérives de leur employeur et de ce qui a pu se passer, et aussi aux carences de l'action publique qui sont partout dans ce dossier et qui sont franchement assez effrayantes. Moi, l'objet de ce rapport, c'est aussi de dire quelles sont les améliorations qu'on peut mettre en place pour qu'une telle situation ne se reproduise pas. Est-ce que vous les expliquez, ces carences? Est-ce que cette aide de l'État envers Nestlé, vous l'expliquez? Il y a plusieurs pistes, plusieurs explications possibles, ce qui apparaît clairement. Après, chacun peut avoir des supputations, je dis plein de choses sur les réseaux sociaux, mais moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a une part qui est évidente, c'est qu'il y a une pression à l'emploi qui a été faite par Nestlé. Pression à l'emploi sur l'idée que si on n'accompagnait pas le plan de transformation, alors on allait détruire de l'emploi. Quand on regarde les chiffres des ventes de Nestlé, tout ça paraît assez contestable en tout cas, parce que vous avez une entreprise qui exporte énormément, extrêmement florissante, et qui déjà pour 40% de sa production a introduit une nouvelle marque qui s'appelle Maison Perrier, qui n'est plus de l'eau minérale naturelle et qui régénère aussi beaucoup de revenus. Donc ils ont été mis sous pression. On sent que la question du consommateur est quand même été très rapidement écartée. Ce qu'on a vu pendant nos auditions, c'est quand même que le ministère de la Consommation, il n'est jamais là, il n'est jamais autour de la table, il n'est jamais dans la décision. Alors que tous les conseillers qui viennent nous voir, parce que nous on voit bien des enjeux sanitaires aussi, mais tous ceux qui viennent nous voir nous disent c'est d'abord une question de consommation, c'est d'abord une question d'étiquette. Et on voit que le ministre en charge de ces sujets n'est jamais présent. Et puis il y a un enjeu qui pour moi a été totalement éludé par l'État. L'État s'est laissé embarquer sur la question de la microfiltration et de traitement autorisé ou pas au seuil de coupure. Mais il y a un sujet fondamental, c'est la pureté originelle de l'eau. Et aujourd'hui, cette pureté originelle de l'eau, ce qu'on sait avec le rapport des hydrogéologues mandatés par la préfecture, c'est qu'aujourd'hui, elle n'est plus garantie. C'est-à-dire que de manière régulière, il y a des problèmes de contamination bactérienne, H. coli, etc. Donc le sujet, c'est l'eau. Le sujet, c'est qu'on a aujourd'hui une eau qui ne correspond plus aux critères de la pureté originelle de l'eau, qui est le critère fondateur de l'eau minérale naturelle. Donc c'est ça qu'il faut traiter aujourd'hui, c'est ça l'urgence de la situation du côté de Vergès. Sur l'aspect du scandale politique, il y a un nom qui est beaucoup revenu, c'est celui d'Alexis Kohler, l'ancien secrétaire général de l'Élysée. Il a refusé de venir devant la commission d'enquête. Pourquoi, selon vous ? Je ne peux pas sonder les reins et les cœurs complètement. Ce que je trouve, c'est que c'est vraiment dommage, quoi qu'il arrive, parce que quand vous ne venez pas, il y a le poison du doute, le poison du soupçon qui forcément s'instille. Et donc, nous, pourquoi on l'a convoqué ? Parce qu'en fait, on ne l'a pas convoqué pour le plaisir. On n'est pas là pour se dire chouette Alexis Kohler. On a d'abord demandé des documents. On a dit à l'Élysée, passez-nous votre documentation, à quel point vous avez été interpellé sur le sujet. Et lorsqu'on a demandé cette documentation, on s'est rendu compte qu'il y avait une documentation assez nourrie. 74 pages de documents, de mails, d'échanges, de notes qui se sont passés, qui ont circulé au sein de l'Élysée. Et puis on a découvert que Alexis Kohler, il avait eu pas un, pas deux, mais plusieurs rendez-vous avec les patrons de Nestlé et de Nestlé Waters, alors que le ministre de l'Industrie de l'époque, lui par exemple, n'a jamais eu de rendez-vous. Donc on a compris qu'une partie du dossier avait été au moins traitée, au moins suivie à l'Élysée. Et donc on a voulu lui dire, on voulait l'interroger pour savoir comment, pourquoi il était intervenu. Et c'est ça qu'on n'a pas pu faire jusqu'au bout. Alors avec un argument que personnellement je trouve fallacieux, qui est celui de la séparation des pouvoirs, en disant l'irresponsabilité pénale du président de la République et l'irresponsabilité politique du président de la République, elle s'applique à moi, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Sauf que dans la commission d'enquête, on a auditionné Victor Blonde. Victor Blonde, c'était un conseiller partagé Élysée-Matignon. Donc c'était un conseiller élyséen. Donc qu'est-ce qui fait qu'un conseiller élyséen peut venir déposer devant nous ? Il est venu déposer devant la commission d'enquête. Et M. Kohler, qui est aussi un conseiller élyséen, peut-être le premier d'entre eux parce que secrétaire général de l'Élysée, mais juste le premier d'entre eux, lui ne pourrait pas. Et pourquoi ne pouvait-il, il y a quelques années, lorsqu'il est venu témoigner devant, je crois, la commission Benalla, ou je ne sais plus dans quelle commission, mais il était venu dans la commission, et pourquoi le temps passant, il ne le peut plus ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, on a cette question-là qui pour nous est assez fondamentale, ce refus d'Alexis Kohler. Il était au courant selon vous ?
Je sais qu'il était au courant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, il est clair qu'à partir de 2022, le sujet est évoqué avec ses conseillers, en sa présence. Oui, Alexis Kohler est au courant à partir de 2022 de ce qui se passe chez Nestlé. Après, je ne peux pas vous dire sur quoi il aurait eu une décision, une prise de décision concrète. Dans le dossier, j'ai rien qui me permette de dire Alexis Kohler a passé tel ordre à telle ou telle personne. Ce serait faux de le dire comme ça. Mais en revanche, j'aurais bien aimé lui poser plein de questions parce qu'il y a des notes qui lui sont remontées. J'aurais bien aimé savoir comment se sont passés ses entretiens avec Muriel Liénot, présidente de Nestlé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui a été arbitré entre vous? Comment vous avez suivi les travaux interministériels? Est-ce que vous avez passé des coups de fil? Enfin, voilà, moi j'avais envie de lui poser toutes ces questions et elles sont légitimes dans le cadre du contrôle démocratique qui est le nôtre. Donc voilà. Et ce refus d'Alexis Kohler, d'ailleurs, juste j'y pense, nous a fait faire prendre un tournant dans cette commission. Le refus d'Alexis Kohler, les auditions très difficiles de Nestlé, elles ont été très rudes les auditions de Nestlé. Refus de répondre, presque se moquant de nous, venant avec les os de la marque, faisant une introduction qui était en fait une page de publicité pour la marque, mais ne répondant pas à nos questions. Donc c'était assez désagréable, on se sentait un petit peu méprisé. Nous, ce qu'on en a gardé, c'est l'idée que le cadre des commissions d'enquête, le cadre lui-même, le cadre qui permet à la commission d'enquête de bien travailler, dans un moment où moi, tous les mois, je recevais un courrier de Nestlé me disant « votre commission n'a pas lieu d'être, vous êtes illégitime, etc. » Ce cadre-là, il faut aussi le retravailler. Et donc dans le rapport, je ne veux pas le dévoiler, je vous l'ai dit, mais dans le rapport, on va aussi proposer des éléments de sécurisation du cadre des commissions d'enquête, d'autant que de Benalla à aujourd'hui Nestlé, en passant par le narcotrafic ou tout ce qu'on veut, ces commissions d'enquête, elles ont pris une part déterminante dans la vie démocratique de la nation. L'action de contrôle du Parlement, qui était quelque chose d'assez infantile et marginal il y a encore 30 ans, c'est devenu une part essentielle de notre vie démocratique. Les gens rendent des comptes, c'est transparent. Donc ça, on veut le conforter aujourd'hui et on proposera des choses dans ce sens-là dans le rapport avec les collègues de la commission d'enquête. Pour revenir sur cet aspect scandale politique, vous dites que des ministres étaient au courant, qu'Alexis Kohler l'était aussi. Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'Emmanuel Macron était au courant? Moi, je vous laisse imaginer. Moi, je ne peux pas, en tout cas, je n'ai aucun élément qui me permette de vous dire que Emmanuel Macron était ou n'était pas au courant. Je suis agnostique, vous voyez. Sur ce sujet, je n'ai pas d'avis. Et en avoir, ce serait juste donner un acte de foi, dire que soit on considère que, vu la proximité d'Alexis Kohler et d'Emmanuel Macron, on ne voit pas comment il pourrait en passer, il pourrait ne pas lui communiquer des éléments. Et l'inverse, ce serait de dire le président de la République a tellement de sujets qu'il est possible que ce sujet ne lui soit pas parvenu. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les conjectures, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'essayer d'établir des faits. Vous verrez dans le rapport qu'on rendra public, on fait beaucoup de verbatim. Parce que je veux que ce qu'on dit et ce qu'on met en avant soit incontestable. Donc voilà, je pense qu'on fait une démonstration assez implacable de ce qui a pu marcher, pas marcher dans le cadre de cette affaire. Beaucoup de choses n'ont pas marché quand même.